Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité suit un itinéraire que nous développons de façon inconsciente pour l'instant. On ne sait pas exactement ce qu'on construit et c'est ce que je cherche à éclairer. Ce qu'on construit, selon moi, c'est l'état de perfection, le paradis sur Terre. Alors, évidemment, comme on évolue de façon inconsciente, eh bien, on évolue par antagonisme, avec la violence, avec construction, destruction, etc., avec des choses un peu négatives. Voilà, ça y est. Pardon. Voilà, on construit de façon désordonnée. Mais pourtant, on va vers cet état de perfection. Parce que le côté négatif sert également à faire évoluer vers ce paradis, sert à construire ce paradis. Le pire sert également à construire le paradis, aussi paradoxalement que ça paraisse. Il faut qu'on franchisse des étapes mais c'est un petit peu comme l'évolution d'un humain. Parfois, il faut passer par des drames pour pouvoir devenir un adulte responsable et qui a compris le sens de l'existence. Eh bien là, on n'a pas encore compris le sens de notre présence au monde, ni ce que nous sommes en train de véritablement construire. Donc ce paradis dont je parle. Alors le paradis, pour en avoir un peu une idée comme ça, un peu superficielle, on pourrait dire que, ben oui, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, l'humain qui est absolument libre, qui n'a plus d'entrave. Donc il faut que le monde soit réalisé, qu'il n'y ait plus besoin de construire des choses. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore des siècles d'évolution. Mais on y parviendra. On parviendra à faire un monde qui sera entièrement apaisé, qui n'aura plus aucun impact négatif sur la planète, plus aucun impact négatif sur nos frères animaux, sur la nature, voilà, on aura atteint le 100% écologique. Donc c'est ce qui attend l'humanité. Voilà. Et la première étape, ça va être de prendre conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente. Parce qu'une fois que nous aurons pris conscience, eh bien on ne pourra plus évoluer par antagonisme. L'humanité sera obligée de dire, bon ben, voilà notre but, le but de l'humanité dans son ensemble. Parce que ce n'est pas valable pour un petit groupe, pour une ethnie, une communauté, un pays, une nation. Non, c'est d'atteindre la perfection. C'est pour l'ensemble humain. Ça ne pourrait pas fonctionner, d'ailleurs, pour un groupe particulier. Parce que les autres seraient envieux, ne pourraient pas supporter ce genre de choses. Et d'autant que cet état de perfection, il est sans violence. La violence a été dépassée, l'agressivité, etc. Donc, les êtres humains qui auraient atteint cet état de perfection, ils seraient dans un état d'extase, de plénitude, de bonheur, qui ferait qu'ils n'auraient plus les moyens de se défendre contre un système agressif en face d'eux. Donc il faut bien que ça soit l'ensemble humain qui atteigne cet état, et non pas un petit groupe. Voilà. Alors, ça c'est l'introduction. Et je vais reprendre la lecture. J'ai commencé un petit peu ce travail à partir de ce livre de Julien Benda, Tradition de l'existentialisme, les philosophies de la vie. Voilà, ça me permet en fait donc déjà de découvrir cet ouvrage. Je l'ai pas lu, hein, je le découvre en même temps que je lis. C'est comme ça que je pratique. Et ça permet aussi peut-être d'intéresser des gens, de leur donner le goût d'aller chercher cet ouvrage ou ce qu'a écrit Julien Benda, etc. Et puis moi, ça me permet de critiquer un peu les choses, de faire évoluer ma pensée, de la faire évoluer, mais surtout de la préciser.
Voilà. Alors, je continue, c'est la 3e vidéo à ce sujet. Histoire de cette révolte. Donc, c'est la révolte. On parle de la révolte, je vais le dire, la révolte. La révolte, où est-ce qu'il a marqué ça? Nanana. C'est, pourrait-on dire, donc l'existentialisme, c'est la révolte de la vie contre l'idée, éminemment contre l'idée de la vie. En fait, c'est la révolte de... C'est le fait de vouloir penser l'existence pleinement et non pas l'intellectualiser, la vivre, la montrer comment se vit l'existence. Et donc, avec les hauts, les bas, le côté superficiel qu'on retrouve dans les écrits, par exemple, de Sartre sur telle et telle profession qui joue le rôle d'eux, etc., etc. Et donc, revenir à essayer d'aller vers l'essentiel. Donc, histoire de cette révolte. Nous examinerons l'histoire de la révolte de la vie contre la pensée dans 2 domaines, chez les foules et chez les philosophes. 1. Chez les foules. La révolte de la vie contre la pensée spéculative est latente chez les foules, encore que non toujours consciente, et y est profondément naturelle. Elle est en train de se réaliser quand on y réfléchit. De plus en plus, les réseaux sociaux, on pourrait dire, c'est la foule. C'est ça le peuple. Le peuple aujourd'hui, c'est une foule qui peut communiquer, c'est magnifique d'ailleurs, c'est tout nouveau, que la foule peut vraiment établir des liens entre elles, que le peuple, donc la démocratie véritable, peut établir des liens horizontaux entre eux. Et on voit bien tout ce qui se joue dans cette façon de penser. Excusez-moi. Voilà. Dans ce qui se joue dans ces réseaux sociaux, une partie de ce qui s'y joue, c'est le désir d'aller vers le bien-être, d'aller vers l'immédiat, de vivre l'instant présent pleinement. Il y a plein de gens qui travaillent à essayer d'éclairer leurs congénères, voilà, l'humanité à ces pratiques de relations justes, etc., etc. Donc, de vivre en harmonie dans l'existence. Et ben ça, c'est ce qui se passe dans la foule. Bien sûr, c'est individuel, mais c'est ce qui se passe au niveau de la foule. Je dis la pensée spéculative, car la pensée dont ils constatent qu'elle leur procure plus de bien-être matériel, la science appliquée, eut toujours leur faveur, les faveurs des foules. Il est profondément naturel que des êtres dont le sort n'est qu'une suée de sang et d'eau, sous le harcèlement de l'existence, le peuple qui travaille laborieux, quoi, ou qui souffre de ne pas travailler d'ailleurs, hein, c'est la même chose, qui souffre sans éo sous le harcèlement de l'existence, éprouve de la haine pour ceux qui, en toute paix et sans autre intérêt que la joie qu'ils y trouvent, enregistrent des faits et enchaînent des raisons. C'est ce que symbolisa il y a 2000 ans le peuple de Tarente quand il massacra les pythagoriciens, tranquillement occupés dans leur tour à observer les astres et à scruter l'essence du nombre. Ça, c'est quand même incroyable. Je ne connaissais pas cette anecdote. Donc le peuple s'est vengé des pythagoriciens qui vivaient isolés, sans souci, qui cherchaient. Parce qu'ils n'avaient pas compris que leur rôle à eux, c'était de chercher pour l'humanité. Évidemment, il y a des gens qui doivent s'extraire de la vie pour pouvoir imaginer, pour pouvoir créer des choses. Et c'est là où
on sortira de la dichotomie. Quand je dis la perfection vers laquelle on va, la révolte, elle sera finie entre la vie et la pensée, entre ceux qui pensent et ceux qui vivent. On aura compris l'harmonie qu'il y a entre les deux. Ceux qui vivent auront compris que ceux qui pensent pour eux. Mais il va falloir que ça se fasse clairement, que les élites, par exemple, prennent conscience qu'ils travaillent pour l'humanité, pour le peuple. Ils l'ont, cette conscience. Mais que ça soit bien diffusé et que le peuple voit les élites avec bienveillance en disant mais voilà tout ce qu'ils nous apportent, qu'il y ait de l'amour entre les deux, entre le patron et les employés, etc., entre le président de la République, les ministres, et les hommes politiques et le peuple. Il va falloir qu'on se réconcilie. C'est une étape qui va arriver dans l'évolution de l'humanité. On est en train de faire tomber l'orgueil des dominants, des élites. Quand y a des gens qui bousculent les hommes politiques, eh ben c'est ça, c'est qu'on est en train d'essayer de mettre à égalité, parce que ils se croient supérieurs, ils ont le sentiment qu'ils sont supérieurs et ils ont organisé la société pour que le peuple les bade, les voit supérieurs. Et aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, on sait que ce sont des hommes tout simples qui sont aussi capables de malversation et peut-être plus que le peuple, qui sont pas meilleurs que le peuple, bien loin de là, etc. Ils ont peut-être des fois moins d'éthique que ce qui se passe dans le milieu populaire, etc. Et donc le peuple est en train de prendre conscience de ça. Donc là, on va commencer à arriver vers l'horizontalité et les hommes politiques vont être obligés de lâcher prise, de sortir de leurs ors dans laquelle ils sont entourés, de cette élite dans laquelle ils baignent et qui qui gargarisent leur narcissisme pour devenir véritablement humains. Ça avait été commencé avec, par exemple, les Giscard d'Estaing qui allaient manger chez les gens, etc. C'était ou Pompidou qui roulait en bagnole tranquillement, qui partait avec sa voiture en vacances au milieu des gens, voilà. Ou Chirac qui se promenait comme ça sans être obligé d'avoir des milliers de gardes du corps, d'écarter les gens. Et là, ils ont remis cette élite, comme elle est abusante, les nouveaux chefs d'État qu'on a là depuis 30 ans, ils sont tellement dans une sorte d'aristocratisme, ils ont remis une sorte d'aristocratie dans la société, donc ils sont obligés de se protéger, ils sont isolés du peuple, et plus ils s'isolent du peuple, plus on les gargarise, plus ils ont une sorte de cour qui les gargarise et qui les extrait de la réalité, et plus ils font des bêtises, et le peuple plus les déteste, etc. C'est une sorte de mécanisme là qui est complètement étrange, mais enfin c'est celui qui est en train de se réaliser. Alors pourquoi ? Ben, il y a un sens toujours aux choses. Et là, il faudra le découvrir. Quel est le sens de cela? Alors, tac, 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 où est-ce que je suis? Ah ben non, mais moi, je suis en train de lire, c'est pas pareil. Donc, allons-y. Alors, il est profondément donc naturel, les pythagoriciens, donc ils ont maltraité, ils ont même tué, ils ont massacré les pythagoriciens. Cette haine est plus naturelle encore quand la pensée s'exerce sur la vie. Elle ressemble à celle du malheureux tordu par un cancer pour le savant qui froidement s'emploie à observer, ou de l'homme de la rue pour ceux dont parle Renan, qui, si un cataclysme détruisait la planète, s'appliquerait à réformer leur vue sur la structure du monde. Mais voilà, il y a une sorte de critique là derrière, mais c'est là où il y a une différence entre cet ouvrage, il a été écrit en 1947, et donc les choses ont changé. On a une autre vision, on a une vision moins binaire, moins de confrontation en tant que philosophe, penseur. Et moi, enfin, pour ma part, je suis pour une sorte de réconciliation
des philosophies, des types de philosophie, et de la philosophie avec la spiritualité, et de la philosophie avec la spiritualité, et l'ésotérisme, et etc., etc. Tout ça, c'est une... et avec la science, etc., voilà, maintenant, on peut commencer à travailler de façon symbiotique ensemble. Or, cette haine, si instinctive des foules pour l'inhumanité de la pensée, après s'être assouvie par l'hécatombe de la Grande Grèce, ne se manifestera plus que de nos jours. Elle renaît dans ce mot d'un homme du peuple devant l'échafaud de Lavoisier, dont les cogitations, selon lui, ne servaient à rien. La République, disait-il, n'a pas besoin de chimistes. Et c'est une des stupéfactions de l'histoire qu'une poignée de gens assis ait réussi pendant 20 siècles à faire croire à des masses toutes d'action et de passion que c'étaient eux et eux seuls les exemplaires humains dignes d'être considérés. Alors c'est là où cet orgueil, il était évidemment, l'orgueil il peut pousser à la violence. L'élite, si elle se comporte pas bien, peut engendrer de la violence dans le peuple. C'est des choses naturelles. C'est comme dans un village, la jalousie entre quelqu'un qui va s'accaparer un bien de façon un peu illicite, et donc il va soulever de la jalousie autour de lui. Alors, l'assaut contre la pensée au nom de la vie est un lieu commun des poètes, tel Ronsard. Bon Dieu, écrit-il, qui voudrait louer ceux qui, collés sur un livre, n'ont jamais souci de vivre. Notez que Ronsard est le type de l'homme collé sur un livre. Voilà, mais parce que pour l'instant, on n'a pas fait la jonction d'amour entre les peuples, entre les diverses... tout ça, c'est ce que j'ai essayé d'éclairer sur le site Mécanique Universelle. L'importance de comprendre l'autre, de sortir de cette binarité, de sortir de l'antagonisme. Et on sortira de l'antagonisme quand on va commencer à regarder le chemin vers lequel nous allons. Quand on va commencer à prendre conscience de où nous allons, là on va commencer à sortir de l'antagonisme pour commencer à travailler en coopération, en amitié, en symbiose, en mutualité, ensemble. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute. Si vous avez envie de participer à la mécanique universelle, vous avez juste à m'envoyer un petit message. Si vous avez des compétences en n'importe quoi, tout est parfait. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner au site, à ces vidéos, c'est gratuit. Il y a un lien pour l'abonnement sur toutes les vidéos, il y a une petite flèche, c'est le lien d'abonnement. Vous pouvez envoyer des liens à vos amis, le lien du site. Vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec vos sites si vous avez des sites. Vous pouvez le mettre en lien sur vos sites YouTube, sur vos espaces YouTube. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute et voilà, de vos commentaires, toujours importants pour moi, même critiques, qui sont très très importants pour moi. Merci, à très bientôt.